Époque, le Salon des livres de Caen, 2021. Eh bien bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre du Salon Époque à Caen pour 3 quarts d'heure que nous allons passer en votre compagnie, Pauline Delabroix-Allard. Bonjour. Bonjour. Depuis 2018, vous avez fait paraître 4 œuvres de fiction, 2 pour la jeunesse, 2 pour le grand public. Vous avez raconté la relation entre une mère et son enfant dans Avec toi et comment devenir grand frère dans le dégât des eaux. Ce sont 2 livres que vous avez écrits pour la jeunesse dans des styles très différents, puisque Dégâts des eaux est une histoire, Avec toi on peut le lire aussi comme une série de poèmes qui à chaque fois partent d'un son, un son que l'on peut produire souvent soi-même. Et puis avant cela, il y avait eu ce livre qui vous a fait connaître aux éditions Minuit. Ça raconte Sarah, dans lequel une narratrice quittée par son mari va rencontrer cette femme justement qui s'appelle Sarah et vivre avec elle une histoire d'amour, mais qui est surtout une histoire de passion avec excès et épuisement. Cela dans des chapitres très brefs qui donnent leur rythme à votre roman avant une deuxième partie qui, elle, est un peu plus lente, qui s'étend dans moins de temps et qui est plus dramatique dans l'histoire que vous racontez. Et puis, il y a quelques mois, vous avez publié Maison Tanière dans la collection Iconopop des éditions de l'Iconoclaste, livre dans lequel chaque double page est constituée d'une page de texte et d'une page de photos. Dans une première partie, vous restituez 3 semaines passées seules dans la maison de vos amis à l'été 2017, période durant laquelle vous avez relevé le défi d'écrire chaque jour le temps d'une chanson ou d'une musique de Beethoven au Clash avant de revenir dans cette maison 2 années plus tard. Donc, entre-temps, il y a eu la parution de Ça raconte Sarah. Et cette fois-ci, vous êtes inspiré par les plafonds, alors qu'ils ne sont pas forcément des plafonds qui sont toujours dans un très bon état. Mais on y voit l'usure du temps sur les images et dans les textes. Ce sont 4 livres qui sont très différents. Alors, vous en avez publié d'autres auparavant, mais ce sont 4 livres qui sont ici très différents dans leur forme, dans leur sujet, dans la manière dont vous les racontez, mais qui cependant se rejoignent à chaque fois par un lien au réel, un lien à votre réel. Pauline Delabroix-Allard, est-ce ainsi que vous considérez que vous composez ces livres, toujours à partir de vous, à partir de votre réalité ? C'est vrai que quand vous les avez présentés, là, j'ai vu des ponts que j'avais encore jamais fait. Par exemple, Maison Tanière rejoint un peu Avec toi dans le dispositif d'avoir... Une page, un texte. Voilà, exactement. En tout cas, c'est sûr que les 4 se rejoignent dans le sens où j'ai pris comme matériau premier la vie quotidienne, inspirée pas mal de la mienne, mais plus généralement une vie quotidienne assez triviale, on va dire, qui est le point de départ vers à chaque fois des récits qui ensuite sortent de l'ordinaire. Mais effectivement, on peut les relier comme ça. C'est un enjeu justement et c'est un défi de partir de l'ordinaire et de partir de votre réalité pour ensuite en faire une matière romanesque, c'est-à-dire vous effacer peut-être progressivement en tant qu'être humain pour que l'imaginaire de la romancière prenne le pas et conduise cette histoire. Oui, exactement. J'aime bien faire ça, c'est-à-dire partir d'un point de vue qui serait le mien et puis ouvrir le champ jusqu'à arriver à des espèces de flous, comme ça peut être le cas dans Ça raconte Sarah, avec un récit qui n'est pas clos et qui est laissé ouvert à dessein pour que chaque lectrice, chaque lecteur puisse imaginer ce qu'il en est pour le destin des personnages. Ouais. Mais je reviens sur ma question, le point de départ qui est votre réalité, puis ensuite cela devient un pur objet romanesque. Est-ce que c'est vraiment décidé dès le départ, ou est-ce que parfois ça peut être l'écriture qui vous entraînerait là où vous n'imaginiez pas aller, Pauline Delabroix-Allard ? Non, c'est plutôt décidé. C'est plutôt décidé. Après, c'est vrai qu'on se laisse guider par l'écriture au fur et à mesure, je veux dire,
de la création. Mais non, c'est plutôt décidé à chaque fois. Et le point final aussi, alors, du coup. Oui, oui, Ouais. ou le non-point final. Ou le non-point final, Voilà. voilà. Enfin, ce qui se trouve, en tous les cas, à la fin, Oui. la dernière page du livre, ce qui relie le début de Ça s'appelle Sarah, dans les premières pages où la narratrice racontait quelqu'un qui était à côté d'elle dans le lit, et puis voilà, vous la décriviez ainsi depuis cette position couchée un peu figée, et puis Maison Tanière, où dans la deuxième partie, vous décrivez aussi des plafonds, aussi cette position figée. C'est un autre point commun là qu'on pourrait faire avec vos livres, c'est-à-dire le point de vue d'où l'on parle, d'où la narrateur ou la narratrice s'exprime. Vous avez aussi cela en commun de ne pas choisir de raconter les romans depuis un narrateur omniscient qui serait extérieur à l'histoire et qui connaîtrait tout, mais depuis véritablement un regard interne, depuis une position figée qui va regarder l'action ou la non-action de l'imaginaire. Oui, j'ai beaucoup de mal avec l'idée de narrateur omniscient. Enfin, je pense que j'en passerai jamais par là, il me semble, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, comme je vous le disais, j'ai besoin du réel pour pouvoir me lancer dans l'écriture. Donc, j'ai besoin de pouvoir partir de choses très précises qui existent, parce que sinon, j'ai le sentiment d'une imposture en fait, de l'écriture, tout simplement. Mais c'est aussi, certes, vous partez de quelque chose de très précis, mais quelque chose, un regard, une image. Enfin, c'est un peu ça qui peut relier Maison Tanière et puis Ça raconte Sarah. Avec toi, c'était des bruits, mais on commence par une description, on commence par regarder. Oui, c'est vrai. C'est pour ça aussi que les photos ont une très grande importance dans Maison Tanière pour moi, puisque c'est... l'écriture telle que je la conçois passe par les sens, donc la vue, mais aussi le toucher, l'odorat. J'aime beaucoup décrire voilà, ce qu'on peut ressentir. Je dis souvent que si j'avais pu faire Maison Tanière en odorama, je l'aurais fait, j'aurais adoré. Avec des livres à gratter pour découvrir par exemple. Les images. C'est marrant parce que vous n'avez pas énuméré tous les sens, mais il y en a un que vous n'avez pas évoqué, qui est l'ouïe, qui est extrêmement présente dans vos livres. Oui, bien sûr. Qui est peut-être un des sens majeurs pour vous. Oui, tout à fait. Entre le silence et la musique, les bruits avec toi, justement, les onomatopées, c'est vraiment... Oui, je ne l'ai même pas évoqué parce que pour moi, c'est évident. Ouais. Parce que la Sarah de Ça raconte Sarah est musicienne. Voilà, précise, on aura l'occasion d'y revenir. Et aussi, ce qui relie ces livres, ce sont par cette position couchée, par cette position de la description. C'est justement ça. C'est un véritable intérêt chez vous, Pauline de Broalard, pour décrire, prendre le temps de raconter ce qu'il y a dans le regard. C'est un défi, c'est un enjeu, c'est un plaisir, cela pour vous ? Plutôt un plaisir. Ouais, j'aime bien l'idée de prendre le temps de contempler, toute la deuxième partie de Maison Tanière se passe effectivement couchée sur les différents sols de cette maison, à contempler ces plafonds qui sont... alors c'est des plafonds atypiques, donc il y avait de quoi contempler, mais quand même dans une position qui est toujours la même, dans un effacement un peu de soi, et ça me plaît beaucoup. Et en même temps, c'est un effacement de soi, et en même temps, ça ramène complètement à la présence dans une réalité. Oui, à l'intériorité. Oui, c'est vrai, c'est un peu les deux. Ça pose les choses. Ouais. Alors, dans Ça s'appelle Sarah, vous racontiez donc une professeure de lycée qui a rencontré une violoniste, Sarah, lors d'un réveillon du 31 décembre. Une femme qui se présente comme, pour la narratrice, puisqu'on l'a compris, donc c'est un point de vue particulier, qui se présente comme trop maquillée, mal habillée, envahissante, bruyante, au langage cru, alors que la narratrice présente plutôt l'image de la femme effacée et femme modèle telle que certains aimeraient la voir. Et peu de temps après, malgré leurs différences, elles vont commencer à sympathiser, et encore plus par la suite. Ça passe d'abord par des soirées culturelles qu'elles vont effectuer ensemble. Comment est né ce roman, Ça s'appelle Sarah, Pauline de Broalard ? Il est né par l'obsession que j'avais de cette première scène dont vous parliez tout à l'heure, qui est quelques pages seulement avant le lancement du roman. C'est une espèce de prologue, on va dire. Donc deux personnes dans un lit, qui regarde et décrit énormément le corps de l'autre. Exactement. Et j'avais cette scène en tête
de manière obsédante. Et jusqu'au jour où je me suis dit, bon, bah, pour que ça sorte de moi, il faut que je l'écrive, que je la couche sur le papier. Et en l'écrivant, j'ai compris que c'était le point de départ d'un récit que j'allais faire. Et voilà, je me suis lancée comme ça. C'est étonnant d'ailleurs que ça cette première scène, parce que cette première scène, quand on commence à lire le roman, on se demande qu'est-ce qu'elle nous racontait. Et on le saura beaucoup, beaucoup plus tard. Donc c'est pas dans la chronologie de l'histoire, en tout cas, c'est pas une évidence. Oui, elle n'est pas placée chronologiquement, mais il était important pour moi qu'elle apparaisse dès le début, puisque je n'avais pas envie de duper mon lecteur ou ma lectrice en lui laissant croire que ça allait être une histoire d'amour uniquement heureuse, parce que finalement, leur rencontre, au début, il y a quand même beaucoup de joie, Voilà, moi, je voulais qu'on comprenne tout de suite qu'il y avait un enjeu dramatique intense qui allait, du coup, c'est vrai, chronologiquement, arriver ensuite. Mais... Oui. Alors, vous l'avez dit, effectivement, il y a quand même beaucoup de joie au début dans leur relation amoureuse, mais des joies contraintes par le temps qu'elles peuvent avoir ensemble, puisque l'une est professeure de lycée, l'autre est violoniste, qui est appelée à jouer souvent à l'étranger, à l'international. Et on peut vraiment se demander, c'est le sens de ma question précédente, qu'est-ce qui les unit, qu'est-ce qui les réunit? Est-ce que pour la narratrice, c'est ce côté vivante qu'est Sarah, malgré son côté envahissant, son côté bruyant, le côté où elle ne s'arrête jamais? Je crois que ce qui les unit, c'est une fascination de la narratrice pour le personnage le personnage de Sarah, et puis au-delà de ça, ce goût commun qu'elles ont pour la vie et la vie comme elles aiment la mener. Alors ça paraît un peu depuis le Covid un peu bizarre, mais une vie très flamboyante, de sorties, de terrasses de café, de théâtre, musique, concert, voilà, exactement. C'est vrai que toute la première partie raconte des choses qu'on ne peut plus faire depuis longtemps maintenant, mais je crois que c'est ça qui est le point de départ de leur histoire. Ouais. Et qui va très vite embarquer la narratrice dans cette histoire, c'est-à-dire qu'elle la trouve quand même mal fagotée, mal maquillée, extrêmement bruyante, extrêmement envahissante, et malgré tout, elle va se faire avoir, entre guillemets, et cette Sarah va devenir, vous avez parlé tout à l'heure d'employer le mot d'obsession, elle va devenir une obsession pour la narratrice. Oui, complètement, oui, absolument. Alors vous avez accepté, je vous en remercie, de lire des extraits de ces deux livres. Donc d'abord, ça s'appelle Sarah, pour qu'on écoute et qu'on découvre aussi la manière dont vous écrivez, la manière dont vous la racontez. Elle a 6 ans et demi, elle m'attend à la sortie du lycée avec un pain au chocolat et un sourire de gosse. Elle m'entraîne à des concerts, à des dîners en terrasse avec ses amis. Elle me suit partout, m'amène partout, elle ne me quitte pas, ne me lâche pas d'une semelle. Elle me réveille avec ses doigts au plus profond de moi, prémisse de journées longues et pleines de soleil. Elle ne se lasse pas de son corps contre le mien. Elle a une audace qui frise l'irrévérence. Elle demande plus de saumon avec son shirashi dans un restaurant japonais de la rue Monsieur le Prince. Elle prend une voix que je ne lui connais pas pour dire « Mais enfin, j'ai demandé un shirashi au saumon, je n'ai presque que du riz, là, comment vous expliquez ça ?» Elle fait semblant de ne pas voir que sur la chaise en face d'elle, je suis cramoisie de honte. Elle me fait un clin d'œil quand le serveur revient avec une assiette pleine de magnifiques tranches de saumon frais. Elle fait teinter son verre contre le mien pour trinquer au festin gratis. Elle dit « À la tienne, mon amour, à cette orgie de saumon ». Elle hurle de rire à la Comédie Française, 2e balcon, beaucoup trop fort pour la beauté du lieu. Elle n'a rien à foutre des convenances, de la bienséance, elle est vivante. Merci pour cet extrait de Ça s'appelle Sarah, Pauline de Labroix-Allard, dans lequel il y a beaucoup de choses. Il y a effectivement Elle est vivante, qui est un peu une des ritournelles de cette première partie, puisqu'on la revoit beaucoup, mais c'est côté aussi où la narratrice est quand même un peu gênée parfois par cette Sarah qui ne respecte pas les convenances, qui rit trop, qui est trop vivante pour elle. Oui, il y a une dualité dans ce que ressent la narratrice, en tout cas une ambivalence. Elle est à la fois impressionnée, fascinée, et puis en même temps gênée, pas seulement dans le sens qui est raconté dans cette scène-là, où il y a un malaise, parce que voilà, mais gênée aussi d'exister à ses côtés, puisque ça la renvoie, elle, à une espèce d'image de sa vie qui est finalement très fade aux côtés de Sarah. Donc c'est très ambivalent. Et c'est là-dessus que j'ai construit tout le texte. C'est-à-dire que c'est à la fois, c'est le truc de la passion, c'est que c'est à la fois merveilleux et puis aussi désastreux dans un autre sens. Voilà, parce qu'effectivement, le chapitre, la page, et vous n'avez pas lu justement la toute fin, qui est
une définition de la passion. C'est ça plus qu'une relation amoureuse que vous vouliez raconter, une relation passionnée avec la manière dont ça enflamme et la manière dont ça peut aussi autodétruire les personnages. Oui, bien sûr. Oui, c'était ça mon projet. En tout cas, c'était vraiment... Et c'est en ça que j'ai voulu que ce prologue annonce finalement que ça n'allait pas justement être une histoire d'amour et que ça allait mal se terminer. Comment vous décririez la passion ? Vous la différencieriez d'une histoire d'amour ? Justement, par cette fin qui est pour moi forcément malheureuse dans la passion, forcément teintée de douleur, chose qui n'est heureusement, je crois, pas forcément obligatoire dans une histoire d'amour. Mais en l'occurrence, cette passion-là, elle est... Il y a les deux versants, quoi. Il y a la beauté de la chose unique qu'on vit qu'une fois, et puis en même temps le tragique de la destruction intime que ça peut provoquer et que ça provoque, en tout cas chez la narratrice. Ouais, et puis assez tôt, parce qu'assez tôt, elle va changer de lycée, mais elle va se demander un peu quel sens elle a à sa vie sans Sarah. C'est-à-dire qu'elle est devenue complètement dépendante de Sarah. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'elle avait quand même des attaches professionnelles, familiales, qu'elle peut du jour au lendemain laisser tomber parce que ça lui semble dénué d'intérêt du moment où Sarah entre dans sa vie. Mais elle rentre trop. Est-ce que vous diriez qu'elle envahit la vie, mais qu'elles s'envahissent finalement mutuellement, parce que Sarah, quand elle est à l'autre bout du monde pour un concert, est capable de l'appeler en plein milieu de la nuit pour poursuivre une conversation qu'elles ont eue un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'à tout moment, elles peuvent s'appeler, à tout moment, elles sont en relation, et comme s'il y avait cette nécessité d'être l'une avec l'autre, alors qu'elles pourraient attendre un petit peu. Oui, c'est vrai, mais j'imagine que c'est mutuel, mais on a le point de vue que de la narratrice dans ce texte. Ouais. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas tellement ce qu'il en est pour Sarah. On sait quand même que Sarah l'appelle au milieu de la nuit. Oui, c'est vrai. Oui, non, il y a des indices qui montrent que c'est pas non plus que c'est réciproque finalement. Ouais. Mais on ne sait pas à quel point Sarah peut en souffrir, par exemple. Ouais. Alors que la narratrice revient souvent sur ce sentiment de souffrance, de douleur. Souffrance de l'amour ou souffrance de l'absence ? Les deux, c'est bien ça le problème. Et qu'elle n'arrive pas à trouver de solution. Comme dit dans un film de Truffaut que j'aime beaucoup, la passion, c'est ni avec toi, ni sans toi. Ouais. Effectivement, donc c'est insoluble. Oui, insoluble. Parce que Sarah n'est pas seule. C'est ça qui est aussi étonnant de la manière dont vous avez écrit ce livre, c'est que, je le dis au tout début, elle a une fille. Ça, on le sait tout de suite. Sauf que sa fille est rarement évoquée, rarement présente dans le texte. Et quand elle est souvent appelée juste l'enfant. Comme si elle était mise à la périphérie, parce que Sarah avait envahi tout l'espace. Oui, c'était une de mes volontés qu'il n'y ait pas d'autre. Par exemple, elle n'est jamais nommée, cette petite fille. Enfin, on comprend que c'est une fille, mais même ça pourrait être un garçon. Enfin, on ne sait pas. La narratrice n'est pas nommée non plus. J'avais envie qu'il y ait ce prénom de Sarah qui sature l'espace du texte, qu'on puisse le voir quasi à chaque page. Et je crois que c'est plutôt réussi. Enfin, je crois qu'il apparaît tout le temps. Et c'était important pour moi. Donc, l'enfant n'a pas de prénom. C'est l'enfant. C'est vrai que quand il s'agit de partir en Italie, elle la laisse, mais sans trop expliquer comment. Voilà. Pour le coup, la réalité est déréalisée, puisque en fait, n'importe qui est parent sait très bien qu'on ne peut pas, a priori, partir comme ça du jour au lendemain. Enfin, que c'est compliqué, qu'il faut s'organiser, etc. Et donc là, toutes ces choses de la vie quotidienne sont un peu évincées au profit de cette relation. Ouais. Parce que même quand arrivent d'autres prénoms, c'est dans la deuxième partie, quand il commence à y avoir un effacement, en tous les cas, de Sarah. Tout à fait. Avant, ce n'était pas possible. Ouais. Comment vous regardez ce livre aujourd'hui ? Parce que là, je vous ai interrogé sur un livre qui commence à être un petit peu ancien pour vous. Vous en avez écrit d'autres depuis là, même si c'est ce livre-là, par ce livre-là, que le grand public vous a connu. Donc avec 4-5 ans d'écart, comment vous le regardez ? Comment vous le considérez ? Avec beaucoup de tendresse. Après, là, vous voyez, le passage que je vous ai lu, ça y est, il commence à s'effacer un peu dans mon esprit. Mais je crois que je lui dois beaucoup à ce livre. Donc,
non, c'est un bon compagnon de route. Je suis contente qu'il soit sorti en poche. Ouais. Ça me fait très plaisir. J'étais cette semaine dans une classe de lycéens qui va le présenter au programme du bac français. Donc, je suis contente qu'il vive sa vie, on va dire, loin de moi. Et voilà, après, il ne faut pas trop que je me penche dessus parce qu'évidemment, je me dis que si je devais réécrire ce texte aujourd'hui, je ne ferais pas du tout comme ça. Voilà, donc, voilà, on se tient à bonne distance. Mais cependant, est-ce qu'il vous a quand même permis d'essayer des choses, ne serait-ce que dans la manière d'écrire? Parce que, je l'ai dit, ce sont des chapitres extrêmement courts. Et les textes que vous avez publiés depuis, que ce soit Maison Tanière, que ce soit Avec toi, un de ces livres jeunesse, a aussi cette forme très condensée, cette forme d'aller tout de suite à l'essentiel. Comme si c'était le texte manifeste, le texte matrice. Ça m'a permis de travailler ce que j'ai toujours fait depuis, qui est pas tant l'exposition d'une histoire. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais plutôt un travail sur la langue, sur le mot juste, sur la sonorité juste surtout. Ça peut se jouer à une syllabe dans un mot. Et passer beaucoup de temps à travailler ça. Donc ça, c'est vrai que je l'ai expérimenté pour la première fois avec Ça raconte Sarah. Et puis, je m'étais beaucoup amusée avec ce dispositif mis en place dans ce livre d'alterner, d'émailler le texte avec des paragraphes d'écriture que je dis, moi, encyclopédique. Mais, voilà. Notamment ce que je disais tout à l'heure sur la fin du chapitre que vous n'avez pas lu, qui est la passion. C'est une description, effectivement, telle qu'on pourrait la trouver dans une encyclopédie. Et ça m'avait plu de faire ça. Et puis de mettre l'essence aussi, parce que vous l'avez dit, c'est aussi une écriture, la vôtre, qui convoque l'essence. Donc là, il y a la musique, parce que Sarah est musicienne, mais il y a aussi les parfums, puisque toute la première partie est notamment rythmée par les saisons et par les fruits aussi. Donc il y a le toucher qui est important. Ça aussi, c'était ce que vous avez esquissé et commencé à faire dans Ça raconte Sarah, comment votre écriture pouvait cerner, pouvait raconter l'essence. Oui, complètement. Oui, je suis en train d'essayer de faire de penser aux autres textes et comment ça peut entrer en résonance. Mais oui, c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse. Finalement, c'est les toutes petites choses de la vie qui sont probablement anodines, mais qui, à mon sens, font que que la vie prend du sens. Et du coup, j'aime bien creuser par l'écriture, mais c'est des choses infimes, encore une fois, pour trouver le mot juste qui décrit quelque chose qu'on ressent tous quand on mange un fruit, quand on entend une musique qui peut nous bouleverser. Mais c'est un exercice assez difficile, puisque c'est de la subjectivité pure, en fait. Donc, comment vous vous sentez, comment vous dites, ça y est, là, j'ai trouvé le mot juste ou la phrase juste? C'est vraiment au niveau de la sonorité que ça se joue, je pense. C'est quand je peux le dire et que ça coule bien. Je ne sais pas très bien comment l'expliquer. Ouais. Parce qu'effectivement, dans Ça raconte Sarah, il y a aussi des passages où des phrases plus courtes et d'autres où ça va être, on est un peu asphyxié parce que la phrase est volontairement longue. Des phrases où, par exemple, le son S va être extrêmement dominant. Donc, c'est aussi une écriture qui s'adapte à l'état d'esprit du moment. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les deux parties ne sont pas écrites exactement de la même manière. La première partie, elle est beaucoup plus fougueuse. Il y a beaucoup plus de chapitres en 80 pages qu'il y en a dans les 100 qui suivent. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Et l'écriture s'allonge dans la deuxième partie parce que l'intériorité prend beaucoup plus de place. Sarah s'efface, comme vous l'avez dit. Voilà, donc j'ai joué un peu sur ça aussi. Ouais. Et donc ensuite, l'autre livre pour le grand public que vous avez écrit, c'est donc Maison Tanière, paru il y a quelques mois dans la collection Iconopop des éditions Iconoclast. Donc je le rappelle, vous êtes allé dans une maison de vos amis en 2017 durant 3 semaines, et chaque jour vous avez écrit le temps d'une chanson à partir de la musique, puisqu'on trouve à côté une photo qui va être vous ou pas vous, mais en tout cas qui va être un fragment de cette maison avec la pochette. Alors c'est du vinyle, principalement, parce que c'est aussi un bel objet. Avant d'y revenir,
justement le après ça raconte Sarah, puisque vous êtes, vous mentionnez la sortie de ce livre et ce besoin de retourner au silence, de retourner au calme dans cette maison pour ici raconter sur à partir des plafonds. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui est important, on parlait de la question de la musique, la question du silence, parce qu'il y a ces deux sens dans le livre Maison Tanière. La première partie écrite à partir de la musique, et la seconde, c'est besoin après cette tournée avec Ça raconte Sarah, de retrouver de retrouver le silence. Oui, alors quand même, petite précision, la première partie, les poèmes sont écrits sur le temps du disque en entier, pas juste la chanson. Oui. Parce que sinon, ce serait un peu court. Ce serait des haïkus, sinon. mais effectivement, c'est à nouveau ces deux parties très différentes. La première partie est très bercée par ces vinyles que je trouvais chaque matin et qui m'apportaient finalement, qui donnaient une couleur à ma journée, qui donnaient... oui, c'est ça, un sens à la journée que j'allais passer. C'est vrai que c'est pas pareil quand on commence la journée avec Michel Sardou ou avec Beethoven. Voilà, c'est deux choses très différentes. Et puis après cet été 2017, il y a eu la publication de mon livre et une année entière consacrée à en parler, qui m'a vraiment à la fois galvanisée, évidemment, mais épuisée aussi. Et j'avais besoin d'un grand silence et d'une grande plage de temps où je laissais tout ça de côté. Et donc, la deuxième partie, je suis retournée ensuite donc, à l'été 2019 dans cette maison. Et là, il n'était plus du tout question de musique. La vinylothèque était toujours en place, mais je n'ai pas pu en sortir un seul. Il fallait absolument que ce soit... silencieux, calme. Ouais. Pour vous retrouver pleinement. Oui. C'est plus dans la contemplation ici. Oui, complètement. Je propose justement de lire un extrait. Peut-être commencer par cette seconde partie avec la question du silence. Et je laisse les auditeurs évidemment imaginer ce qu'on indique de faire dans le dispositif. Imaginez le plafond qui pourrait aller avec. Mercredi 10 juillet. Coucher, coucher, coucher. Impossible de tenir debout. Impossible de tenir. Debout, je ne sais plus me servir de mon corps. Je titube, je dérape. Impossible de tenir. Hier, jour 0, j'ai passé plus de 17 heures au lit, les yeux fermés, les yeux ouverts. Je regardais vaguement les lueurs du dehors à travers les volets, à me demander s'il était plutôt midi ou minuit. Je n'ai fait que ça, être couché. Hier, jour 0, complètement KO, comme une boxeuse, je me prends l'uppercut reçu il y a plus d'1 an dans la mâchoire. Un roman, mon premier roman, un roman aux éditions de Minuit. Toute la France sillonnait pendant presque 1 an, toute la France sillonnait pour parler de ce roman, mon premier roman aux éditions de Minuit. Sous le drap, je rêvasse, je ressasse. Ici, dans cette maison, j'avais écrit un bout de ce roman, mon roman aux éditions de Minuit. J'ai eu envie de recommencer, mais rien, non rien, vraiment rien ne sera plus jamais comme avant. Merci pour cette première lecture, extrait de Maison Tanière, votre livre récemment paru, Pauline Delabroix à l'art. Et on sent effectivement qu'il y avait, là aussi, on parlait de l'épuisement avec la passion amoureuse dans Ça raconte Sarah. C'était vraiment le sentiment dans lequel vous étiez après la parution du livre et le besoin de retrouver cette maison parce que vous étiez épuisé par la vie du précédent livre. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a eu une espèce de tourbillon incessant qui m'a amené... oui, là je parle de toute la France sillonnée, mais bon, je suis allée jusqu'au Brésil parler de ce livre et c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, donc j'avais pas prévu ça dans ma vie, je sais pas. Donc du coup, c'est vrai déjà, que ça arrive assez peu. Et alors pour un premier roman, voilà, non mais c'est ça, moins. C'était inconcevable pour moi de faire quelque chose comme ça et quand on est pris dans le tourbillon, on réfléchit pas tellement, et en fait au bout d'un moment, j'ai besoin que tout ça s'arrête, que de mettre de la distance avec ce livre et de voir ce qu'il allait arriver ensuite. Sauf que vous ne l'avez pas trouvé complètement le silence que vous espériez et que vous attendiez, parce que vous l'écrivez aussi dans cette seconde partie. Cette maison, elle ne connaît pas le silence. Il y a des bruits, il y a de la musique extérieure, mais ça a été aussi un apprentissage de cette autre, parfois perturbation. Comment l'approprier, comment faire avec ? Moi, c'est pour ça que je voulais vraiment que le recueil porte ce titre de Maison Tanière, parce que
la maison est devenue un personnage. C'est-à-dire que lors de ce deuxième été, c'était ma compagne, vraiment. J'avais le sentiment d'être... de l'habiter, mais qu'elle m'habitait aussi. C'est-à-dire d'une interpénétration entre nous deux, qu'elle existait, elle, comme une personne. Donc elle grince, elle grince, elle fait du bruit. Les photographies des plafonds montrent des cicatrices, des blessures, comme un corps qui a vécu. Donc pour moi, c'était à la fois une vieille dame, une maman, une compagne. Enfin voilà, j'ai entretenu cet été-là un rapport oui, quasi vivant avec cette maison qui effectivement ne connaît pas le silence, tout comme un corps humain ne connaît pas le silence. Le dispositif que vous avez fait, donc une page texte, une page photo, comment vous l'avez décidé? Mais alors ça, c'est la contrainte que je m'étais donnée à moi-même dès le premier été. Où, voilà, j'aime bien, moi, ça me donnait des contraintes un peu comme l'Oulipo. Voilà, donc là, c'était... Alors l'Oulipo, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, donc, c'est un groupe qui va inventer des textes à partir d'une contrainte, le plus célèbre étant la disparition de Georges Perec, dans lequel il s'est dit « je vais écrire un roman entier sans la lettre E ». Et on sait pourtant que dans la langue française, la lettre E est bien utile. Exactement. Donc le dispositif, c'était un texte, une photo. Un texte, une photo, un vinyle pour la première partie, et un plafond, une photo, un poème pour la seconde. Parce que, tout simplement, une des autres choses que j'aime vraiment énormément faire dans la vie, c'est des photographies. Donc j'ai réuni vos passions. Mes passions, oui. Effectivement. Mais l'image, vous êtes importante, parce qu'on l'a dit dans Ça raconte Sarah, il y a cette première scène qui est une scène de regard. Ici, c'est extrêmement présent et par l'image, dans Le dégât des eaux, Avec toi, il y a la question de l'illustration qui est très présente. C'est quelque chose auquel aussi vous accordez une grande importance dans vos textes. Oui, c'est très important pour moi, mais jamais de la même manière. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Je peux penser, mais oui. Non, parce que dans Avec toi, c'est vraiment une page, un texte, un texte et une image. Et dans Le dégât des eaux, c'est vraiment un récit au long cours sur l'illustration a une autre fonction également. Oui, je crois que ce qui m'intéresse, c'est l'image, mais aussi le point de vue, un peu comme on peut en parler pour le cinéma. C'est-à-dire que ce que j'ai adoré essayer de mettre en place pour Avec toi, c'était l'idée de la même scène exactement, mais vécue à la hauteur de la taille enfantine et de l'esprit de l'enfant, et la même scène vécue par la maman. Qui, du coup, portent les deux personnages un regard extrêmement différent de leur point de vue, mais ce qui ne veut pas dire leur point de vue subjectif, mais même leur point de vue, d'humain, quoi. Il y a une différence de taille, et donc ça... Peu, ouais. Non, mais donc ça apporte, sur... la compréhension, effectivement. Oui, et des éclairages différents sur une scène qui... de l'extérieur est exactement la même. Ouais. Donc ça m'a beaucoup amusé. Et pareil pour Maison Tanière, ça m'a beaucoup amusé de me coucher, ce qui est un point de vue qu'on n'a jamais, en fait, à part dans son lit, oui. Sur les pièces de sa maison. Et là, je suis allée vraiment partout, dans la salle de bain, dans le cellier, etc. C'est des endroits où, quand même, c'est rare qu'on se mette sur le dos, par terre. Donc ça m'a amusé, ouais. Là, il y avait plus, effectivement, dans les deux parties de Maison Tanière, c'est pas du tout la même chose, parce que le premier est musical, le second, ce sont les plafonds pour les images. Mais à ce qui est pour vous, il y avait de l'ordre de la performance dans cette seconde partie. Et du coup, qui a introduit une autre manière d'écrire. Pour les plafonds ? Oui. Oui, c'était beaucoup plus abstrait. Donc, parce que la première partie, elle est figurative. On voit vraiment les pochettes. Je me suis amusée à les mettre en scène dans cette maison qui est quand même un décor de rêve pour ce genre d'exercice. Mais à faire des espèces de compositions de couleurs. Enfin, voilà, c'est des photos qui sont quand même travaillées, pensées. Mais la deuxième partie, oui, je m'approchais plus d'un exercice d'art contemporain un peu bizarre. Mais ça me plaisait, j'ai bien aimé. Ouais. Avec aussi une question sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est à montrer, parce que c'est pas un plafond entier que vous montrez. Chaque fois, c'est un morceau du plafond. Oui, c'est un morceau du plafond, et la plupart du temps abîmé, puisque c'était comme ça que je me sentais aussi moi-même. Donc c'était en résonance avec mon état à moi, évidemment. Alors, la première partie de Maison Tanière, donc c'est à partir de vinyle
qui ont débuté votre journée et accompagné votre journée, et donc à chaque fois l'écriture d'un texte. Et alors, on lit et on se rend compte d'un très grand éclectisme, autant dans Ça raconte Sarah, elle est violoniste principale de musique classique, et c'est principalement avec un quatuor qu'elle va jouer, même si au fil du roman, on va avoir un septuor, on va avoir un octuor, comme si l'effectif grandissait avec l'histoire d'amour. Ici, on a du classique, on a Beethoven, on a Bach, on a du jazz, on a Ella Fitzgerald, on a du Ellington, on a la chanson française avec Franz Gall ou Gainsbourg, on a du rock avec The Clash. C'était une volonté ou c'était dû au hasard de ce qu'il y avait dans la vinylthèque de cette maison? C'était vraiment du hasard, c'est-à-dire que la vinylothèque de mon ami est vraiment très fournie. Et ce qui m'amusait, c'était de piocher, vraiment de piocher comme on peut prendre dans un chapeau. Voilà. Donc, après, le hasard fait bien les choses parfois. Donc, il y a eu des disques que j'ai adorés et d'autres. Et d'ailleurs, je le dis, où j'ai pas pu dépasser la deuxième chanson parce que ça m'insupportait. Mais c'était c'était plutôt dû au hasard. Après, ce qui m'a plu, c'était à nouveau comment dire, la confrontation entre la musique populaire, la musique classique, etc. Moi, j'aime beaucoup ça. Et c'est ce qui se passait dans Ça raconte Sarah. Ouais. Dans Ça raconte Sarah, la narratrice est vraiment porteuse, elle, d'une culture musicale très... Très pop, très classique. Oui, voilà. Dans ce sens-là. Et elle apprend au contact de Sarah à découvrir cette autre musique savante, comme on dit. Ouais. Voilà. On est dans un conservatoire, donc on va Ouais, l'employer on peut le dire. le bon mot conservateur de musique pour enregistrer cette rencontre du salon époque. Et puis avec des risques ou des disques que vous ne connaissiez pas. Vous le dites dans le texte du 2 août, Sardou, vous ne connaissiez pas le disque, et ben c'est pas grave, on va quand même y aller. Bah oui, parce que l'idée d'une contrainte, c'est de ne pas tergiverser. Donc, c'est... Affronter le défi qui se Bah présente oui, à soi. oui, exactement. Et puis un mot qui revient aussi assez souvent dans Maison Tanière, Pauline Delabroix-Allard, c'est le mot de solitude qu'on retrouve à plusieurs reprises, notamment fin juillet. Je me suis demandé si ici la musique n'était pas venue combler, remplacer en tous les cas le vide de la solitude. Oui, dans cette première partie, c'est vrai, c'était une manière d'habiter la maison. J'étais là pour écrire ce roman que je ne savais pas encore s'il allait exister un jour. Donc c'est quand même un exercice assez particulier de se soustraire du monde pour écrire quelque chose sans trop savoir. Parce que voilà, moi, je n'avais pas de contact dans l'édition. Enfin, je ne savais pas ce qu'il allait se passer ensuite. Donc ça m'accompagnait. C'était quand même, c'était pas si simple d'être seule cet été-là. Donc c'était bien d'avoir un disque chaque matin. Ouais, donc c'est bizarre ce que vous dites, c'est à la fois une volonté, une solitude choisie, puis une solitude un peu subie quand même. Oui, tout à fait. J'avais envie de le faire et en même temps, une fois que j'y étais, 3 semaines, ça peut être très long quand on est vraiment tout seul. Donc, ouais, il y a eu des moments différents, subis, je sais pas, non, quand même, peut-être pas, mais en tout cas, ouais, d'intense solitude, c'est sûr. D'ailleurs, James Bond n'y a pas résisté en partie pour cela. Oui, exactement. Au bout de 3 semaines, votre fille vous manquait, la solitude vous pesait trop. Oui. James Bond est arrivé au mauvais moment. Oui, le pauvre, tant pis. Est-ce que du coup, vous accepteriez de nous lire un extrait, celui que vous souhaitez, mais je crois que on est autour du 20 juillet, avec la musique extrait de Maison Tanière. Bah, donc c'est le premier donc, poème. C'est le premier, voilà. Dimanche 23 juillet. Partita numéro 2 en ré mineur pour violon seul, Johann Sebastian Bach. C'est le premier vinyle posé sur la platine de la Maison Tanière où je suis arrivée hier. Tu m'as écrit « Bonne route, my love » et aussi « Tu me manques, ma douceur ». J'ai le corps encore tout empreint de toi, gorgé d'amour et du soleil qui tapait si fort aux Saintes Maries de la mer, là où crèche le roi des Gitans, là où la mer est laide comme une mégère, là où tu me montrais tes seins un autre été. J'ai le corps encore tout empreint de toi. Je regarde la marque de tes dents sur le haut de mon bras. Je me demande ce que tu as croqué aujourd'hui, si loin de moi. Ce matin, j'ai acheté du melon, des pêches, un concombre, des tomates au marché, et puis, à l'épicerie, un sachet de bonbons chimiques sur lequel il y a écrit « Happy Life ». Ce serait le titre de ces semaines à venir,
Happy Life pour violon seul. Merci pour cette page d'ouverture de Maison de Tanière. Comment vous avez écrit ces textes? Parce qu'ils n'ont pas grand-chose à voir avec la manière justement dont vous avez raconté les autres histoires. Il n'y a pas ici... Enfin ici, ça va plus du côté de la poésie que du côté de la narration. C'est-à-dire comment je les ai écrits Est-ce que du coup, il vous a fallu revisiter, revoir votre manière d'écrire, puisque ça devait être des textes assez brefs, qui ne sont pas forcément des textes narratifs? Oui, alors les contraintes m'ont aidée, hein, c'est-à-dire que du coup, j'avais pas un temps infini devant moi, ce qui peut faire peur quand on essaye d'écrire de la poésie, puisque voilà, justement c'est infini, donc ça peut ne jamais s'arrêter. Là, du coup, avoir comme contrainte le temps de l'écoute du disque faisait que, voilà, en 1 heure, le poème devait exister. Ce qui est long et court en même temps, 1 heure. Hein. Et oui, voilà, exactement, vous l'avez dit, c'est long et court, donc... Du coup, moi, mon premier geste était d'écrire d'un seul jet comme ça pendant l'écoute du disque, et puis de ne plus regarder et d'y revenir le soir. Et donc, en fait, il y a eu à chaque fois, sur chaque poème, un retravail le soir même, parce que, évidemment, le mythe de l'écrivain à qui les choses tombent comme ça n'existait pas. Donc, enfin, en tout cas, pas chez moi. Donc, il y avait un retravail le soir, et là, je passais plus de temps à... comme je vous disais tout à l'heure, travailler les sonorités, les répétitions, le rythme aussi beaucoup. Donc voilà. Aidé, conduit là au niveau du rythme, au niveau de la musique, de l'écriture, par la musique elle-même que vous écoutiez? Oui, tout à fait. Chaque fois. Ouais. C'est-à-dire que ça a vraiment beaucoup joué dans cette première partie, en tout cas celle des vinyles. Le rythme, pas forcément de tout le disque, mais d'une chanson. Ça m'a guidée très fortement. Avec une question que je me suis posée sur, notamment quand vous avez écouté France Gall ou Gainsbourg ou Sardou, ce sont des textes en français, donc des chanteurs en français. Comment votre imaginaire arrive à ne plus tellement écouter les paroles pour que ce soit vos propres paroles qui arrivent? C'est pas simple déjà de lire quand on écoute des chanteurs français, par exemple. Oui, c'est vrai, mais d'ailleurs, ça parasite un peu le poème. France Gall, j'ai introduit des paroles de France Gall dans mon poème. Pareil pour Sardou. Ouais. Et à mon avis, c'est pas un hasard. Pas pour Gainsbourg, effectivement, mais voilà, ça rentre dans le... en tout cas, moi, c'est rentré dans ce moment d'écriture, puisqu'on ne peut pas s'empêcher d'entendre le texte, voilà, et ça entre en résonance avec ce qu'on est en train de faire. Donc, je les ai introduits, je leur ai piqué des mots. Emprunté, on va dire. Emprunté, oui. Pour ne pas vous faire accuser de plagiat, mais c'est ce que vous les citez, donc il n'y a pas de souci. Et là, vous avez donc publié dans une nouvelle collection, qui est les collections Iconopole des éditions Iconoclaste, alors qui revendique la publication de textes extrêmement libres, des coups de poing, mais à la forme extrêmement libre, mais qui a une vocation aussi à l'oralité. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Parce que là, l'objet lui-même est déjà particulier, ne se prête pas forcément à l'oralité du texte. Puisqu'il y a la photo, il y a le besoin de l'image pour dialoguer avec le texte. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait, que ça se lit vraiment en diptyque. Mais il se trouve qu'on a déjà fait une lecture musicale avec une chanteuse qui s'appelle Messia, qui a bien fonctionné dans le sens où on a lu à 2 voix les textes, et elle a introduit son propre univers, ses propres chansons, et aussi des reprises de certaines chansons des vinyles évoqués, oui. Et du coup, je crois que c'était assez réussi. Donc, je pense qu'il se prête tout à fait à des lectures. On peut se passer de l'image le temps d'une fois au moins. Oui, ouais, je sais pas. C'est vrai que, par exemple, toute la partie sur les plafonds, moi, j'aime vraiment beaucoup avoir les diptyques, mais ils se lisent aussi sans... Ça peut être indépendant, j'imagine. Comment vous avez choisi de leur adresser un texte à eux? Comme je pourrais dire la même chose pour les éditions de Minuit, pour s'appelle Sarah ou Thierry Magnier, pour les livres jeunesse. Comment vous choisissez qu'un texte peut aller chez un éditeur ou chez une collection? Alors là, dans le cadre de Maison de Tanière, c'est vraiment Cécile Coulon et Alexandre Bord qui sont les deux éditeurs de la collection, qui m'ont contactée en me demandant si j'écrivais de la poésie.
Donc, je leur ai envoyé ce que j'avais. Donc, c'est vrai que ça s'est fait plutôt comme ça, dans ce sens-là. Ce qui est très agréable, parce que de sentir le désir d'un éditeur, ça fait très plaisir. Thierry Magnier, j'avais envoyé mon premier texte de Avec toi, et on a noué une collaboration tout de suite avec mon éditrice Camille Gauthier, voilà, qui s'est poursuivie ensuite avec Le Dégât des eaux. Et pour Minuit, j'avais envoyé à tous les éditeurs de Paris mon roman. J'ai reçu trois réponses positives, et j'ai choisi Minuit parce que c'est la maison dont le catalogue d'auteurs, pour moi, était complètement mythique et à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc, ça n'a même pas été une question pour moi. C'est-à-dire que du moment où ils m'ont dit oui, j'ai foncé. Mais ça veut dire que je ne vous pose pas la question pour l'Iconopop parce que la collection n'était pas encore existante quand vous l'avez intégrée, mais pour Minuit, est-ce que ça veut dire aussi que vous aviez l'impression que votre texte pouvait dialoguer avec ces autres textes écrits et publiés chez cet éditeur ? Dialoguer, je ne sais pas, mais j'étais plus que honorée d'être dans cette maison qui publie certains de mes auteurs préférés et autrices. Rien que Marguerite Duras, Hervé Guibert, qui sont plus qu'amplement cités dans mon roman. Voilà, prendre leur suite, c'était oui, un honneur immense. Ouais, parce qu'effectivement, Hervé Guibert est l'un des textes lus par la narratrice. On est déjà arrivé au bout de ces 45 minutes. Pauline Delabroix à l'art. Je rappelle donc les titres de vos livres pour les livres aux éditions Thierry Magnier, les livres jeunesse, c'est Dégâts des eaux. Et puis Avec toi, Ça raconte Sarah, c'est votre roman écrit et publié aux éditions de Minuit. Et puis donc récemment, Maison tanière, à lire, à voir et entendre, donc dans la collection Iconopop des éditions de l'iconoclaste Pauline Delabroix à l'art. Merci beaucoup. Merci à vous, et puis merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à partager ce podcast et cette rencontre auprès de votre entourage. À bientôt. Époque, le Salon des livres de Caen, 2021.